Hello mes petits curieux, ici William, votre fidèle informateur de fun fact, en compagnie de notre recherchiste du loufoque, Hélène. Hello! J'aime ça cette intro-là, on devrait la garder. Ok, on va réutiliser ça. Aujourd'hui, quart de siècle pour Petites Obsessions, 25e épisode. Bravo! On est fiers pour elle. Oui. Elle, la petite obsession. Oui. C'est ça. C'est une fille. C'est une fille podcast. Oui, une podcast. Une podcast. Ça suffit, là, le patriarcat puis la masculinité. Le balado, le podcast. Non. Petites Obsessions, c'est une demoiselle. Non, je pense que c'est une balado, en plus. Une balado? Ouais. Ah, un balado, ben voilà. Une balado, à vérifier. À vérifier. Mais pour aujourd'hui, on a d'autres sujets. En ce beau jour de novembre gris ou qui mouille, tu sais, cette belle saison de l'année. Non, ben c'est ça, là, on va vous parler d'une activité, je pense, propice en novembre. Oui, c'est ça, parce que c'est pas mal une des seules affaires à faire dans le mois de novembre. Aller voir des... musées! Oui, aujourd'hui, on parle de musées loufoques, insolites. Ouais. Toi, tu commences, je pense, avec un palmarès ou quelque chose comme ça. Oui, mais il y a des petites choses avant, là. Ok, bon, parfait. On va parler de musée spécifiquement, puis avec des trucs mystérieux du côté d'Hélène. Puis moi, je vais en parler de un plus en détail, c'est-à-dire le musée de la CIA. Puis qui dit CIA dit aussi projet vraiment fucked up. Fait que je vais pas juste me limiter au musée, mais aussi parler des différents projets que cette belle organisation a fait dans l'histoire. Ouais, c'est vraiment un épisode insolite, là. Les deux, on parle de trucs assez étranges, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Si vous voulez sortir de là plus intelligent, c'est peut-être pas le meilleur épisode, mais vous allez sortir divertis, ça c'est certain. Mais pour ça, il faut lancer le générique. Let's go! Hélène! Oui, c'est le retour des palmarès! Ça, c'est ma toune de palmarès. OK. Ben, avant de parler des musées les plus insolites, on s'entend, faut commencer par la base, hein? Pis ça veut dire faire un cours historique du concept de muséologie, parce que tu me connais, j'ai étudié en histoire, puis j'ai besoin de tout comprendre quand c'est quoi j'explore un musée? Je comprends pas! Non, mais on va plus deep que ça, j'imagine. Là. Oui, c'est ça, mais je t'avoue que ça me turlupine un peu de comprendre comment tout ça a commencé, tu sais. C'est qui a eu l'idée de charger le salaire minimum pour rentrer dans une pièce, voir des objets que tu peux pas acheter ni même photographier? Eh bien, déjà, il faut savoir que le mot musée, ça vient du grec ancien muséon, soit le temple des muses. Et là, je parle pas du groupe de musique, là. Ouais, parce que c'est pas prononcé pareil. Non, mais bien des déesses des arts, les muses. L'idée fait son chemin, puisque le premier musée aurait fait son apparition vers 280-290 avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu, c'est en vraiment Égypte. plus tôt que je pensais. Là, j'aurais dit genre des années 1600 ou quelque chose. Ben attends, parce que là, on parle de l'Institut de recherche et d'études du Palais d'Alexandrie qui a été créé par le roi Ptolémée Ier. Puis lui, il voulait vraiment un lieu de recherche où il y aurait aussi une bibliothèque, un observatoire, des salles d'études, un amphithéâtre et pourquoi pas des jardins botaniques et zoologiques. Fait qu'à l'époque, tu comprends que c'est en réalité des endroits qui sont réservés plus aux érudits de la société, hein. Les philosophes, les péripatéticiens dont tu as parlé dans notre premier épisode. Les grands marcheurs. Exactement. Les astronomes, les poètes, les mathématiciens et autres scientifiques de ce genre. Les big brains. Ouais, parce que l'ambition cachée de Ptolémée, c'était de faire... C'était d'être entouré de gens qui étaient capables de prononcer son nom. Non, mais... C'est bon, par contre. Non, c'était de faire d'Alexandrie la capitale culturelle du monde hellénistique, fait que du monde de l'époque, en rassemblant dans un même lieu l'ensemble du savoir universel, rien de moins. La bibliothèque d'Alexandrie. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, ben, cette bibliothèque-là, elle a pogné en feu, puis Ptolémée, il a vu son rêve partir en fumée. Ouais, c'est vrai que c'est une grande perte pour l'histoire de l'humanité, par contre. Ouais. Les premières véritables collections sont apparues, par contre, au 14e siècle en Europe, donc t'étais pas loin avec les années 1600, dans les familles royales, alors que les guerres, les pillages et autres héritages ont permis de redécouvrir l'art antique grec et égyptien. Des Anglais qui volaient des affaires. Oui, c'est ça, puis le fait de posséder certaines œuvres et certains objets, ben c'est signe de richesse et de puissance, hein, évidemment. Ben oui. Moi je l'ai, toi tu l'as pas, ben c'est ça. Fait que au 17e siècle après, donc dans les années 1600 justement, les premiers cabinets de curiosité ont été créés, et ça servait vraiment de collection d'ethnologie, et c'est en 1677 que le Britannique Elias Ashmole a décidé de donner sa collection, donc son propre cabinet de curiosité si on veut, à l'université d'Oxford. Seule condition, l'institution
l'institution, donc l'université, devait construire un bâtiment exprès pour entreposer ses œuvres, qui ont occupé pas moins de 12 wagons pour arriver à destination. Donc, il y avait une pas pire collection, le petit Elias. Mais tu sais, je le comprends aussi, parce que c'est une grosse statue, tu veux pas qu'elle se ramasse dans le coin d'une classe, tu veux vraiment qu'il y ait une place spécifique pour elle, là. Fait que le Ashmolean Museum, donc qui porte le nom d'Elias, c'est le premier musée public de l'histoire, mais il faut par contre attendre plus au 18e siècle pour que l'appellation de musée se popularise vraiment et que ça devienne un lieu d'exposition d'objets scientifiques, historiques, artistiques, ouvert à tous comme on le connaît un peu plus aujourd'hui, puis que ce soit comme une activité, là. Mais assez blablaté, parlons des vraies choses, soit mon top 10 des musées les plus spéciaux qu'on peut trouver sur la planète à l'heure actuelle, là, en 2022. Y a-tu le musée Gilles Villeneuve là-dedans? Non, malheureusement. Dammit, Bertie il y a aurait pu être dans même le pas top de 10. musée au Québec, ni même au Canada. Il y en a des insolites pis ça, mais ils sont pas dans mon top 10. Ok, c'est pas tes préférés, ils sont comme Non. plus bas dans la liste. Exactement. Ok. Le premier dont j'ai envie de te parler, c'est le musée de la prison à Abashiri, au Japon. Là, tu vas me dire, Hélène, ben, les musées de la prison, il y a pas juste au Japon qu'il y en a, ça a Ben pas oui, il y a la vieille grand-chose prison de spécial. Trois-Rivières. Ouais, non. Tu sais, peut-être à la limite si c'était un escape game, mais non, là-dedans, c'est pas un escape game non plus. En fait, c'est la façon dont il a été créé qui est pour le moins particulière. Le bâtiment et la route qui y menait ont été construits à main nue par des détenus. Fait que les détenus, ils ont dû construire leur propre prison, qui par la suite est devenue un musée, ok? Puis ça a pas été une partie de plaisir, puisqu'il y a, sur les 1100 architectes délinquants, il y en a quand même 200 qui seraient morts. Fait que le musée, ben aujourd'hui, ça sert à raconter cette méchante épopée. Fait que là, dans le fond, c'est pas juste l'histoire de la prison, mais c'est l'histoire des gens qui sont morts en l'en faisant. Fait que c'est comme... Ouais. Ils ont créé leur propre histoire pendant. C'est pas ça, mais pire. tu sais, c'est pas le musée de la prison, genre l'histoire de la prison C'est de globale, leur prison. tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Toujours au Japon, mais à Tokyo cette fois, on peut visiter le musée des parasites. Sa création remonte à 1953 par le docteur Satoru Kamege, je sais pas si je prononce bien le nom. On le salue s'il nous écoute. Non, ce n'est pas un freak qui a acheté ça sur le dark web, heureusement, là, c'est Des vraiment parasites? un docteur. Ben, clairement, tu peux acheter ça sur le dark web. Quoique, c'est quand même freakant, là, compte tenu qu'on y retrouverait plus de 300 de ces micro-organismes qui nous empoisonnent la vie, dont le plus long ver solitaire au monde qui mesure 29 pieds de long. Hypochondriaque, vous êtes invité à éviter cet endroit. J'ai mal au cœur juste à y penser. Ouais, imagine-moi l'écrire. Ce n'est évidemment pas le seul musée consacré à une pathologie. Hein. Dans l'hôpital Saint-Georges de Bergen, en Norvège, donc un endroit où on aurait dû aller Oui, cet on été. devait aller à Bergen, justement. Oui, si on n'avait pas eu la COVID, malheureusement. Une autre pathologie. Oui, on retrouve le fameux musée de la lèpre. Ah, nice. Moi, j'avais visité l'île des lépreux en Grèce, mais c'est quoi la différence, mettons, le musée de la lèpre? Y a-tu des bouts de peau qui traînent dans un vase? Non, quand même pas, mais si t'en as pas eu assez, justement, de la COVID durant ces 2 dernières années et demie, tu peux revivre l'histoire de cette épidémie, donc de la lèpre, qui a touché la ville jusqu'en 1946 quand même. Je pensais pas que c'est c'était vraiment, si tard que ça. Non, ça a continué vraiment longtemps. Puis ben ça donne que, tu sais, c'est dans un hôpital parce que cet hôpital-là a mis en œuvre beaucoup de choses pour justement contrer l'épidémie et en venir à bout. Mais là, est-ce que l'hôpital est toujours un hôpital aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des malades qui toussent à côté de toi qui checkent des lépreux? Ou c'est quoi? Je pense que... Ben, je pense pas qu'il y a des malades qui toussent à côté des lépreux. C'est dans une autre section, là, je comprends. Mais là. je pense que c'est encore un hôpital fonctionnel, Ok, de ce que j'en intéressant. sais. Puis là, ben, t'en as pas eu assez de la prison, des parasites et de la lèpre? Pas de problème, dans ce cas-là, va donc faire un tour au musée de la mort à Los Angeles. Nice. Si seulement c'était quelque chose de scientifique qui relate des expériences de mort imminente ou des hypothèses de qu'est-ce qui se passe après la mort, mais non, ce musée-là, ça te projette dans des scènes de crimes sanglantes avec des portraits de véritables meurtriers. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des séries sur Netflix. Ouais, tu sais, l'affaire de comme trop en parler, puis ils sont un Ouais, peu comme... c'est un peu de la glorification, Ouais. je trouve. C'est pas bien, ce gang. Fait que regardez-les, mais de loin. Ouais, c'est ça. Même si, tu sais, je veux dire, c'est quand même C'est intriguant parce fascinant, que... mais... Je serais mal placée, tu sais, je veux dire, j'ai pas vu Dahmer encore, là. Les documentaires, ça me va, mais les séries, Ouais. on dirait que c'est comme... Ben, quoi que le serpent, t'as quand même aimé ça. Ouais. Non, mais j'aime ça, mais en me sentant mal. Ouais, je comprends. Après la mort, c'est quoi, Will?
C'est la Renaissance. Ben non, les zombies mutants, voyons. Ben, ok, on n'est pas loin de ça, là, c'est pas exactement ça, mais en fait, tout a commencé avec un chirurgien du 19e siècle, Thomas Dent Muter, qui avait comme hobby de collectionner des outils et échantillons de spécimens, disons, spéciaux, anatomiquement parlant. OK. J'entends par là des crânes déformés, des frères siamois, des tumeurs, des objets avalés par des patients et beaucoup trop de formol, évidemment. On s'entend, notre cher Thomas, il avait commencé sa collection à des fins éducatives, pédagogiques, pour faire avancer la médecine. Eh bien, le Muter Museum de Philadelphie, donc qui porte son nom, il abrite aujourd'hui plus de 5500 instruments médicaux, 100 crânes et quelques 2300 objets divers et variés retrouvés dans les corps de patients, mais aussi le cerveau d'Albert Einstein. Il est là. C'est vraiment, à date, c'est vraiment le plus weird là, de mentionner. Ben, attends, c'est pas fini. Mais là, ça, parce que j'ai pas entendu le bout qui a rapport avec des zombies, là. Non, mais c'est une joke, là. Ah, ok, mais c'est quand même toutes des affaires de... Ben, c'est tous des trucs un petit peu, genre, animaux de foire, un comme, peu. il a avalé un objet vraiment weird, je vais le mettre dans un musée. C'est comme, voyons. Ouais, c'est ça. Mais le plus bizarre aussi, c'est que tu peux adopter un des 100 crânes exposés pour la adopter un crâne. Oui, pour la modique somme de 200$. Puis là, ces frais-là, ils vont servir à payer le nettoyage, la restauration et le remontage du crâne, en plus d'une belle petite plaque à ton nom qui sera posée juste à côté. Mais, fait que c'est pas ton crâne, mais il est quand même ton... c'est vrai. Comme le crâne de Thomas par Hélène. Non, mais c'est comme... Moi, je veux pas adopter un enfant, mais je veux adopter un crâne. Mais c'est quand même moins cher qu'un enfant. C'est clair, mais c'est un peu... C'est weird. Will, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. Oui. Le 19. Exactement, oui. L'illusion a failli être brisée. Bien, le 19 novembre, donc le jour où sort cet épisode... Hey, on a tout prévu, hein? Ouais, c'est la journée mondiale des toilettes. Fait que j'imagine il y a un musée des toilettes. Évidemment! Fait que je dois t'en parler. C'est le Musée international des toilettes qui est en activité depuis les années 70 à New Delhi, en Inde. C'est un médecin qui, dans une démarche encore une fois éducative et pédagogique, a eu l'idée d'ouvrir ce musée pour sensibiliser à la salubrité publique parce que je veux pas avoir je veux pas avoir des préjugés, mais on dirait que je sais pas trop où ce que tu t'en vas. Non, mais disons que... Moi, les gens que je connais qui sont allés en Inde ont souvent eu de la difficulté au niveau hygiène. Oui, mais faut aussi se rappeler que dans toutes les toilettes publiques du Québec, il y a de la pisse à terre. Ouais, fait que là, ben, tu peux y découvrir toute l'histoire de l'hygiène, des archives, des témoignages et surtout divers modèles de toilettes qui ont traversé les époques, hein, c'est super important. Mais c'est toutefois pas le seul musée consacré aux déchets biologiques humains, puisqu'en Corée du Sud, on peut en apercevoir un en forme de toilette géante, justement. Par contre, on me dit à l'oreille que ce musée-là, ben, il est peut-être davantage axé sur l'humour pipi caca que l'aspect éducatif de la chose, quoique il y a quand même une certaine forme d'éducation, là, mais... Est-ce que t'es sûr que c'est pas le stade olympique que tu parles? Non, c'est vraiment une toilette géante. Ok, puis... En plein milieu, genre, de la banlieue de Séoul. C'est quoi, à l'intérieur, c'est le musée du caca, c'est quoi? Ben, c'est musée de... je pense qu'il l'appelle Mr. Toilet, quelque chose comme ça, Ok, là. ouais. Mais on s'entend que les musées, ça sert habituellement de lieu d'exposition pour des objets rares ou insolites, hein? Généralement, là, c'est pas genre, voici une feuille de papier 8,5 par 11. Ben, écoute, il y a le musée de la vie de tous les jours au Vermont. Puis dans ce musée-là, qui est en fait une grange libre d'entrée, là, ça veut dire que tu dois allumer et éteindre toi-même les lumières en partant, là. Ben oui, parce que c'est ça dans la vie de tous les jours. Faut que tu allumes les lumières. Ouais, tu peux y voir des trucs tous plus banals les uns que les autres, comme une brosse à dents, une épingle, des cigarettes, un torchon de vaisselle. Bon, ok, c'est pas payant, mais tant qu'à ça, je préfère aller saliver devant les salles de monde du Ikea. C'est ça, j'allais dire. Dans le fond, c'est un Ikea, mais avec des tops en plus. Ouais, exactement. J'aimerais ça qu'il y ait genre comme de la vaisselle pas faite dans le musée. La morbidité et la salubrité, c'est peut-être pas trop ta tasse de thé, ce que je comprends parfaitement. Peut-être que tu serais plus attiré par le musée de la rupture amoureuse dans ce cas-là, je sais pas. Je te dirais que c'est encore moins ma tasse de thé. Ben, c'est ça, on cherche souvent à oublier ces périodes-là, mais l'établissement situé à Zagreb, en Croatie, a décidé de mettre en lumière des témoignages de gens qui sont passés par la case cœur brisé, que ce soit en vidéo, par des lettres de rupture, on n'a pas les messages textes, malheureusement, mais ça, c'est parce qu'ils sont trop lâches.
ou des objets qui avaient une valeur sentimentale pour ces personnes-là dans leur dite relation. À l'origine, c'était une exposition qui se voulait une histoire émotionnelle collective itinérante, là, donc ça changeait un petit peu d'endroit tout le temps. Mais comme la fin des ruptures n'est pas proche, comme on peut le voir dans Love is Blind, hein, il y en aura toujours des ruptures dans la vie, ben l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer que même si chaque relation est différente et unique, quand il est question de rupture, on ressent tous un peu la même affaire dedans, tu sais, on est tous un peu comme... mélancolique. Je me sens comme une crotte. C'est ça. Puis ben, toute personne intéressée à y contribuer peut faire un don au musée, même si elle n'est pas croate et même si elle veut le faire de façon anonyme. Donc, si vous avez le cœur brisé puis que vous avez envie que tout le monde le sache en Croatie, envoyez ça au musée des cœurs brisés. Ok, ça fait qu'on peut pas juste faire un don de 5$, on peut faire un don d'un vieux hoodie qu'on veut pas redonner à son ex. Là. Exactement. Wow. Tu sais, mettons, tu veux même pas le croiser de l'autre côté du chemin, même pas aller déposer ça sur son paillasson puis partir comme un son de Christ, ben c'est ça. Will, est-ce que tu te trouves bon en art? J'aime les arts, mais c'est pas nécessairement beau ce que je fais. Ben, sache que tu pourrais tout de même être exposé au musée de l'art mauvais du Massachusetts. Oh oui, ça c'est incroyable, j'adore ce musée-là. Plus de 600 œuvres ratées y sont exposées. Ces portraits hideux et paysages criards d'artistes incompris comme toi et moi sont soi-disant trop laids pour sombrer dans l'ignorance. Bref, un rappel que l'art, c'est subjectif ou peut-être pas, finalement. Je pense qu'ils ont fait une exposition à Montréal cette année, cet été, puis je pense qu'il y avait genre Jean-Michel Martel qui animait vraiment en présentant ces arts-là. Mais fait que c'est, clairement, du il faut y bonbon, aller, là, puis oui. C'est... comme en banlieue de Boston, là. C'est vraiment ouais, pas c'est très pas loin loin, de Boston. ça vaut la peine de se rendre, là. En 1997, il y a un certain Sigurdur Hjartarson. Ah oui, Sigurdur, oui. Un fantaisiste personnage, professeur d'histoire et d'espagnol, qui a créé le musée phallologique d'Islande. C'est-tu le musée des gens qui chantent fa la 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 Non. la la? Non, ok. T'as vraiment aucune idée de ce que c'est? Qu'est-ce qui ressemble à phallologique? Des phallus. Oui, exactement. Le but du collectionneur, c'est de rassembler sous un même toit des spécimens de pénis de chaque mammifère existant en Islande. Il y en a aussi d'espèces ne provenant pas d'Islande. Comme le canard avec la queue en tire-bouchon. Oui, peut-être, mais aussi comme les elfes et les trolls. Qui oui, ça, sont, il y en a pas. par contre, invisibles, parce que dans la légende islandaise, tous ces personnages-là sont invisibles. Fait qu'il y a juste un truc vide. Littéralement. C'est incroyable. Mais là, si tu m'as bien écouté, j'ai dit de tous les mammifères. Et l'humain, c'est quoi? C'est un mammifère. Exactement. Fait que oui, parmi les quelques 280 spécimens marinés ou séchés, de toute forme et toute taille... Ou séchés. Oui. De toute forme et toute taille, on retrouve un organe reproducteur humain légué par un Islandais du nom de Pál Harrison et âgé de 95 ans au moment de son décès et donc de son don en 2011. Fait tout ratatiné. La légende dit qu'il n'a cependant pas été bien retiré et préservé, donc ils en cherchent toujours des plus jeunes, plus gros, tout simplement mieux, etc. Le plus grand est celui d'un cachalot qui mesure environ 2 mètres et le plus petit celui d'une souris européenne qui n'est visible que grâce à une loupe puisqu'il mesure moins d'1 millimètre. J'ai lu une entrevue que ce certain Sigurdur... J'aime ça qu'il y a dur dans son nom. C'est un musée de la graine. Oui. Il a donné une entrevue au Guardian et il explique que l'idée lui est venue en discutant de l'industrie de la ferme en Islande. Comme quoi, quasi chaque partie des animaux est utilisée pour fabriquer des vêtements, des objets, être mangés, etc. Puis là, il y a un collègue qui a demandé justement qu'est-ce qu'on fait de leur pénis. Eh bien, à cet instant, il s'est rappelé qu'enfant, on lui avait donné un pénis de taureau séché en guise de fouet pour conduire les animaux au pâturage. C'était quoi son enfance à Sigurdur? Ben, c'est surtout qu'il a dit qu'il aimerait vraiment en retrouver un parce qu'il a perdu cet objet-là à travers les années. Je peux plus fouetter personne avec ma graine de taureau. Ben non, mais c'était comme son bâton de berger, là. Puis, il y a un de ses collègues dont la famille a une ferme qui l'a revu la semaine suivante et il lui a donné 4 pénis de taureau. Oh, c'est si généreux. Fait que lui, ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait en donner 3 comme cadeau de Noël. Et il a gardé... culturel ici. Hein? Oui, et il a gardé le 4e pour débuter sa collection. Faut savoir aussi qu'en Islande, ils sont tellement d'humains, et qui est not, là, c'est très sarcastique, là, il y a plus de moutons que d'humains, que les gens, ils ont parfois plus qu'un gagne-pain. Donc, il y a certains de ses collègues enseignants qui travaillaient également dans l'agriculture et le bétail, et plusieurs lui ont offert des pénis d'animaux divers à la blague au début. Puis dès qu'il y avait une nouvelle parlant d'une baleine échouée, par exemple, ou d'infestation de rats, ils s'arrangeaient pour contacter les techniciens
qui travaillaient sur ces situations-là, disons, pour récupérer un exemplaire de leur engin. À noter cependant qu'aucun animal a été tué exprès dans le but de garnir sa collection, donc ça déjà c'est bien. C'est déjà bien. Tu comprendras qu'il a évidemment longtemps été vu comme un pervers freak, mais depuis qu'il a ouvert son musée, il est davantage pris au sérieux. Puis il y a d'ailleurs un Américain et un Allemand, apparemment tous les deux très bien membrés, qui ont promis de faire don de leur pénis à leur mort. Ah bon, mais c'est gentil quand même. C'est comme le musée de la rupture, tu peux faire des dons, t'sais. Oui, mais je dois faire une confession. J'ai été à ce musée par un sombre lundi d'avril 2017 pluvieux, où j'étais à Reykjavik justement, puis c'est quand même fascinant. J'imagine, ça doit vraiment être fascinant. J'ai jamais été entourée d'autant de pénis de ma vie. Mais, oui. Ben, j'espère. Mais, peut-être, mais que tu voyais pas. Tu sais, des gens avaient plein de pantalons autour de toi. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, comme, tu reconnais pas, genre, c'est fou comment ça change de forme un organe reproducteur d'une espèce à l'autre, là, tu sais. Ça a rien à voir avec un pénis humain, même si j'en ai jamais vu, voyons. Je suis chaste et pure. Mais si je me fie à mes livres de biologie de secondaire 3, là, tu sais. C'est ce qu'on nous a appris dans le dictionnaire. Puis il y a comme plein d'autres objets, tout ça, mais tu sais, c'est pas... je sais pas comment dire, tu sais, nous, on se disait, on y va vraiment à la blague, pis tout ça, on trouve ça drôle, aller au musée du pénis, mais comme c'est vraiment intéressant pour vrai. Tu sais, genre, j'ai déjà visité, je pense, en République tchèque aussi, à Prague, le musée du sexe ou quelque chose comme ça, pis ça, c'est vraiment plus tourné comme du côté humoristique, mettons, versus là, c'est plus du côté scientifique, collection, tout ça. Puis là, ben, si toutes ces idées-là te conviennent pas, tu peux toujours visiter le musée des colliers à chiens à Maidstone au Royaume-Uni. Wesh! Pourquoi tu paierais pour ça? Le musée du kazoo en Caroline du Sud. Oui, comme notre chanson thème. Oui, exactement. Je pense qu'ils vont la voler, peut-être, s'ils l'entendent. Le musée du service au volant en Alabama, grâce auquel t'as même pas besoin de sortir de ta voiture. Et non, c'est pas genre une exposition de McDo pis de burger pis tout ça. C'est vraiment comme... Le gars, il s'est dit... Moi, je veux faire un service au volant, de montrer ma collection de tous mes objets les plus what the fuck, mettons. C'est bon. Il y a aussi le musée sous-marin de Cancun au Mexique, qui est le plus grand musée sous-marin du monde. Pas le seul, par contre. Tu peux le visiter en plongée, en apnée ou en bateau sous-marin, genre, comme une espèce de capsule toute vitrée. Puis c'est vraiment cool parce que il y a, je pense, 400 statues, vraiment toutes construites, qui sont dans l'espèce de lagon / la mer. Puis ils veulent vraiment en faire un endroit pour préserver les récifs coralliens, les poissons, tout ça. Fait que, tu sais, ils touchent pas aux trucs comme tel, puis les gens, outre la plongée puis l'apnée, ils n'ont pas accès comme tel aux statues pis tout ça, donc ça c'est très cool. Il y a aussi le musée du spam, donc la viande en conserve là, qu'on achète au Dollarama. C'est pas que tu rentres là pis tu reçois plein de courriers indésirables. Non, c'est ça, le musée du spam au Minnesota. Le musée national de l'histoire funéraire au Texas, parce que pourquoi pas. Mais en même temps, ça doit être intéressant d'en apprendre plus sur les rituels funéraires pis tout ça, mais tout ce que j'ai vu, c'est des images de cercueil, ouais. Fait que je suis comme, mais sinon aussi, il y a le musée de la nourriture brûlée au Massachusetts ou encore celui des égouts de Paris, même si tant qu'à moi, t'as pas besoin de payer pour sentir les aqueducs de la capitale française. Ouais, il y a des petits bouts où t'as des bonnes effluves. Va juste dans le métro, ça va être correct. Ça se peut aussi que t'aies pas envie de te déplacer, hein, de sortir de chez toi, pis c'est parfaitement compréhensible. Vu que c'est des musées work from home! Ouais, c'est ça, parce que les musées dont je t'ai parlé, c'est tous des musées à l'étranger, hein, mais heureusement, c'est aussi possible d'en visiter en ligne, comme le musée du grille-pain, le musée des menstruations, le musée de la lingette humide, le grand musée du cendrier, le musée virtuel de l'avion papier et le musée de l'opium. Bref, les collections et les musées, c'est un peu comme la porno, si tu peux te l'imaginer, c'est sûr que ça a déjà été fait. Wow. Voilà. Y a-tu un musée que t'es comme, hey, je veux vraiment visiter ça? La lingette humide, parce que comment tu peux montrer qu'elle est humide en ligne? C'est ça que je veux savoir. Mais non, sinon... Tu vois les petites gouttes d'eau là, qui la perdent? Ça coûte... Non, moi, je veux aller au musée des arts dégueulasses. Là. Ah, c'est clair. C'est là que je veux aller. Mais... Sinon, il y a un autre musée qui m'intéresse. Oui. Parce que moi, mes obsessions sont un peu différentes des tiennes. Toi, t'aimes ça de trouver plein de musées, plein d'idées fuck. Puis moi, je creuse beaucoup trop en profondeur sur une affaire. Puis genre, je te reste tiqué là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est ça, on se complète bien. Puis moi, en fait, je veux parler de quelque chose sur lequel je suis tombé il y a fort longtemps dans une contrée lointaine, a.k.a. notre épisode 3. OK. Parce que tu sors les archives. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on se rappelle que dans cet épisode-là, je parlais de
nos bons amis les pigeons photographes. Ouais. Ces oiseaux avec l'ancêtre de la GoPro de strapper sur le chest. Pendant mes recherches sur ce joli oiseau, j'ai découvert qu'il était possible de voir une de ces merveilleuses caméras dans un musée. Puis là, j'ai comme bookmark ça à quelque part en me disant genre, ça pourrait être intéressant, tu sais, dépendamment. Puis là, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que c'est pas juste genre une caméra sur un petit support avec une description de son utilisation, mais bien de l'avoir attaché sur le chest d'un pigeon empaillé qui est là depuis beaucoup trop longtemps puis commence à faire peur un peu. Surtout que, on s'entend, l'épisode 3, c'est là où on commence à avoir des bons épisodes, mettons. C'est ça. Mais, je veux dire, j'ai trouvé des affaires vraiment cool par rapport à ça, puis tu comprends que j'étais automatiquement intrigué de savoir, genre, comme s'il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce musée-là, parce que c'est clair que ça doit être un musée absurde. Puis c'est sans surprise, ben, vu que je l'ai dit dans l'intro, que cette merveille se trouve dans le musée de la CIA. Ouais. Parce que oui, la CIA a un musée rempli de toutes les bébelles bizarres qu'ils ont inventées à travers l'histoire, ainsi que d'autres objets douteux, dont je remets en question le fait qu'ils soient dans un musée. Oui, parce que par exemple, parmi les choses qui ne devraient pas être mises dans une vitrine pour être observées, se trouve le AK-47 de Osama Ben Laden, ainsi qu'une brique de la bâtisse dans laquelle il a été retrouvé. Eh ben. Parce que tu sais, vous vois-tu, j'ai beaucoup de questions, genre, premièrement, pourquoi? On parle pas d'une arme unique, tu sais, le AK-47, c'est l'arme qui existe le plus au monde. Il y aurait 100 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est juste que là, elle a appartenu à un monsieur qui s'en utilisait même pas. Là. Ça fait beaucoup d'Osama Ben Laden, ça. Ben, 100 millions. Pas 100 millions d'Osama, 100 millions d'AK-47. Non, mais... Puis, justement, il est pas reconnu pour être un tireur d'élite incroyable. Là. C'était le chef de l'organisation. Le but d'être le chef, c'est que c'est pas toi qui fais les crimes horribles, c'est les autres. Fait que son gars, il servait même pas. Ouais. Pourquoi c'est là? Mais, y es-tu chargé? Moi, c'est ça ma principale question. Je pense pas, là, ça m'étonnerait. Puis, ça, c'est sans parler de la brique, là. Genre, on parle pas du mur de Berlin, là, mais bien du pire taudis possible pour être sûr qu'il soit pas trouvé, là. Tu sais, il habitait dans un je suis déjà trou, étonnée que ce soit de la brique et non, genre, un morceau de tôle, là, littéralement. Ben, je veux dire, il y a des trucs pour soutenir la bâtisse, c'était pas juste de la tôle, là, tu sais, où ce qui était. Puis, je me demande, tu sais, est-ce que c'était une brique qui traînait par terre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a dit, moi, je vais défoncer le mur avec une masse pour ramener une petite brique à mon musée. Mais genre... c'est comme les gens qui ramènent du sable quand ils sont allés à la plage. Sauf que là, c'est comme genre, hey, quand on a tué un grand chef terroriste, on ramène une brique. En tout cas, c'est un drôle de souvenir. Puis c'est là que je me suis rappelé que c'est un musée américain, tu sais, puis qu'il y a bien juste eux pour mettre ce genre d'objet dans un musée comme trophée de chasse, puis que le monde là-bas doit être content d'avoir la chance de cracher sur le gun de ce cher Osama. Il est où exactement aux States? En fait, je vais te dévoiler ça un petit dans quelques instants. OK. Parce que, tu sais, dans le fond, ces objets-là dont je viens de te parler, c'est sans compter toutes les autres inventions fucked up de la CIA et tout le tralala qu'il y a là-bas. Puis, pour vrai, tu sais, comme je trouve ça fascinant comme musée, fait que je me suis dit, ça doit être bien noté sur TripAdvisor. Ouais. Tu sais, c'est clairement le genre d'endroit fascinant que les gens, moi inclus, veulent visiter ou aimeraient visiter. Pas mal plus que le musée de la lingette humide, je pense. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est que le musée, ben, on peut pas le visiter. OK. Ce qui peut expliquer pourquoi que j'en avais jamais entendu parler avant mes recherches. Donc, oui, bien que le layout de la place soit comme celui d'un musée classique, l'endroit sert plutôt d'archive. Le musée a été établi en 1988 pour donner aux employés de la CIA un sens de l'histoire unique de leur profession et qui est du gros boostage d'ego américain. Ouais. Mes sources ne m'ont pas permis de savoir si une visite guidée était organisée pour les nouveaux employés dans leur onboarding ou si c'était là que les gens passaient leur pause dîner. J'ai pas de détails là-dessus. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faut que je change de job pour pouvoir aller visiter ce musée-là. Ouais, puis encore là, on sait pas trop à quel point les employés ont le droit de s'y promener, mais au moins pour que ça soit plus facile pour eux, dans le cas qu'ils puissent, le musée se trouve justement à même le siège de la CIA, situé à Langley, en Virginie. Si, comme moi, t'étais surpris d'apprendre que le siège de la CIA n'était pas à Washington, D.C., avec toutes les autres affaires cool du gouvernement, sachez que Langley, c'est juste l'autre bord du Potomac. Puis les bureaux sont genre à 18 minutes en char du Capitole. Ben, j'étais pas surprise que ce soit pas nécessairement à Washington. J'étais juste aucunement au courant de c'était où Langley puis la Virginie. Ben, c'est à côté, hein, tu comprendras. Fait que, dans le fond, le siège de la CIA, il est genre dans le Boucherville de, de Washington. Comme le Ikea. Ben, c'est ça, c'est le Ikea, tu peux le visiter, ish.
Revenons au musée, Ouais. servant à la préservation, la documentation, l'exposition d'artefacts de culture et d'histoire, comme ils le décrivent. Celui-ci contient une collection de 3500 items déclassifiés. Du coup, pas de chance de retrouver des éléments ultra secrets servant à nous observer en 2022. On parle ici de vieux stocks qui ne servent plus depuis des lunes. Ceci ne veut pas dire, par contre, qu'on a accès à une liste exhaustive de ces 3500 objets-là. Seuls certains objets sont connus, suite à des partenariats avec d'autres musées et d'autres petites expositions publiques. Du coup, c'est de certains de ces objets loufoques-là que j'avais envie de te parler aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont bien fait rire. Je suis aussi tombé sur certains projets funky de la CIA pendant mes recherches sur ces objets-là, fait que je vais t'en parler aussi du même coup, de véritables bijoux. Disons qu'on peut pas les blâmer pour un manque de créativité, hein, ces gens de la CIA, puis j'ai déjà du stock pour un deuxième épisode. J'ai hâte de voir s'il y a des gadgets comme ceux qu'on voyait genre dans Totally Spies, là, genre le rouge à lèvres laser, pis le comme poudrier. Oui et non, là. On va commencer par le premier gadget en soi, beaucoup moins impressionnant que dans Totally Spies, c'est-à-dire l'insectotoptère. Non, je n'ai pas déparlé. C'est un insecte hélicoptère? Oui, c'est ça. Puis j'ai pas déparlé, c'est pas l'insectocoptère, mais bien l'insectotoptère. Pourquoi? Je sais pas. Ils savent pas écrire à la CIA, apparemment. L'insectotoptère, en fait, est un drone miniature fabriqué par la CIA dans les années 70 ayant la forme d'une libellule. Ok, ouais. Donc, ces gens dédiés à leur subterfuge, la libellule métallique était alimentée par un oscillateur fluidique miniature. En gros, ça faisait bouger les ailes de façon comme réaliste, là, de haut en bas, pour faire vraiment genre monter puis avancer l'insecte de façon réaliste. Une chance que tu l'as expliqué parce que là, moi, je me suis levée il y a pas si longtemps que ça, là. Si tu veux, je peux te dire même le détail, comment que ça fonctionne. C'est une petite quantité de propéjol produisant un gaz pour alimenter l'oscillateur. Ok, ça va. Mais c'est-tu comme de taille à peu près similaire à celle d'une libellule? Oui, c'est ça. Oui. Puis avec les petites ailes qui bougent. C'est pas l'affaire touristique là, d'hélicoptère qui ressemble à une libellule sur la rive nord. Là. Non, c'est vraiment un petit... Et libellule, je pense que ça s'appelle. Là. Quelque chose comme ça. Ça se peut. L'utilité de l'insectotoptère, elle n'est pas précisée, mais j'imagine que c'était pour l'écoute électronique. Malheureusement, le projet a vite été abandonné parce qu'il était finalement trop difficile de le contrôler quand il y avait du vent. Fait que... C'est parce que c'est un peu la première affaire qu'ils doivent ingénieriser, là, mettons. C'est ça. Fait que ça... c'était pas fameux, mais finalement, ils ont quand même décidé de l'afficher. Cet objet du musée m'amène à mon premier projet de la CIA, dont j'ignore s'il y a une présentation dans le musée. Ton projet, c'est toi qui l'as fait pour la CIA? Donc, mon premier projet que je veux parler. Okay. Il faut savoir que notre libellule qui vole croche n'est pas le premier ni le dernier projet d'écoute électronique par la CIA, et il faut dire que c'est loin d'être que le plus étrange / creepy. D'ailleurs, âme sensible n'aimant pas entendre de la souffrance animale, plus particulièrement les chats, je vous invite à skipper dans les prochaines minutes. Je vais d'ailleurs acheter en post-production le timestamp de quand excellente idée. Ouais. Chose première, chose due, vous pouvez skipper à 35 minutes pour ne pas entendre parler de ce projet particulier. Donc le projet s'appelait Acoustic Kitty et a été lancé dans les années 60. Comme le nom du projet le sous-entend, l'objectif de celui-ci était d'utiliser des chats pour espionner le Kremlin et les ambassades russes. Ok. Pour ce faire, puis c'est là que ça devient vraiment dégueulasse, nos bons voisins américains se sont pas contentés de juste mettre un micro dans le collier du chat, comme toute bonne personne vraiment logique, mais plutôt de faire affaire avec un chirurgien vétérinaire qui implantait un micro dans les canaux auditifs du chat et un transmetteur radio dans la base de son crâne ainsi qu'un mince câble dans sa fourrure. Mais quelle horreur! Oui, beau projet de Frankenstein de leur part, puis n'étant pas satisfait de leur chat cyborg encore, une autre opération a été faite sur le chat pour qu'il ne ressente plus la sensation d'appétit pour éviter toute distraction de la part du chat. Oh mon Dieu. Donc, c'est à se demander si c'était pas juste piloté par des gens qui souhaitaient faire de la torture animale, honnêtement, là, parce que c'est vraiment juste fucked up. Ouais, pis y a-t-il une raison pourquoi ils ont choisi le chat en particulier, là? Pas que... Comme... Ben, juste parce que ça passe inaperçu un chat errant, genre, c'était plus pour ça, là, parce que, tu sais, si tu fais ça sur un âne qui se promène dans l'ambassade, c'est un peu problématique. Non, mais je sais pas si, comme... Je m'y connais pas en audition de chat, mettons. Non, mais je pense que c'était juste pour que ça passe inaperçu. Okay.
Néanmoins, ce serait pas moins de 20 millions qui auraient été investis dans ce projet débile-là. Par contre, j'imagine que tu te doutes que si je te parle de ce projet, c'est pas juste parce que c'est weird en sacramouche, mais aussi parce que c'était un échec lamentable. La première mission du projet Acoustic Kitty était d'écouter en secret 2 hommes dans un parc en face de l'ambassade soviétique située à Washington. Le chat aurait alors été déposé près du parc, où il se serait fait frapper par un taxi presque immédiatement. Oh mon Dieu. Fait que tout ça pour ça. Il y a un ancien directeur de la CIA, Robert Wallace, qui dément fortement cette anecdote en disant que le projet était abandonné avant cette première mission parce qu'il était trop difficile d'entraîner le chat. L'équipement aurait été retiré de celui-ci puis il aurait par la suite vécu une longue vie heureuse et en santé. Ok, non, ça je crois pas. Non, c'est un mensonge douteux par un... Non, mais c'est une réponse PR gueule de bois, là. Oui, non, c'est ça, parce que je me disais, c'est genre un mélange d'excuses sur les réseaux sociaux d'un artiste qui vient de se faire pogner dans une controverse, puis de ce que t'expliques à un enfant quand leur chien est décédé, genre, ouais. Ah ben, ton chien vit dans une ferme très très lointaine, puis on peut plus le visiter. Mais il est full heureux pis il gambade dans le C'est pré. ça, fait que ouais, fuck off, monsieur Robert Mais Wallace, là. Dans le fond, rassure-moi, il y avait juste un chat qui a été... De ce que je comprends, oui, ça a vraiment été mutilé. fait juste sur un chat, puis le Ok, projet... mais au moins, ça, déjà, ça me rassure. Oui, c'est déjà ça, il y a mais un en peu une même armée temps, de chats 20 robots. fucking millions pour un chat? What the fuck? Welcome to the CIA. Ouais. Ceci étant dit, le projet a bel et bien été cancellé en 1967 parce que bien qu'ils étaient capables d'entraîner un chat à se déplacer sur des courtes distances, les facteurs d'environnement et de sécurité de cette technique dans un endroit étranger ne rendaient pas le projet pratique. Genre, il aurait pu déterminer ça bien avant de dépenser 20 millions. Qui entendait l'interférence. C'est ça. Revenons au musée, et plus précisément à un autre drone dans la même catégorie que la libellule. Cette fois-ci, par contre, il s'agit d'un drone sous-marin servant à prendre des échantillons d'eau dans une région pour tester l'eau, savoir si, mettons, il y a des résidus nucléaires ou des agents biochimiques dans celle-ci. Mm-hmm. Des informations qui, j'imagine, sont intéressantes pour la CIA. Ouais. Of course, par contre, il ne pouvait pas juste faire un drone normal que tu pitches dans l'eau. Mais non, ça serait trop plat. Il fallait pas faire peur aux poissons russes comme ça. Donc, le drone est en forme de poisson-chat. Il était surnommé Charlie, donnant une autre définition au terme catfish dans le monde aquatique. Pourquoi un poisson-chat? Je sais pas. Peut-être qu'il y en avait beaucoup dans ce lac-là, mais c'était peut-être pour qu'il soit assez gros pour qu'il y ait les équipements à l'intérieur. Le prochain objet dans le musée est honnêtement cool, parce que oui, il n'y a pas juste de la scrap dans ce musée-là, l'invention ici a toutes les allures d'une pipe en bois, mais en fait, il s'agit d'un récepteur radio. Là, tu vas me dire que ça a juste l'air d'un gadget de James Bond bien ordinaire, mais c'est vraiment son fonctionnement qui rend la chose intéressante. En fait, il était possible de retirer la tige de la pipe de la partie récipient à tabac, mettons. Ouais. Puis cette tige servait un peu d'antenne. Il suffisait de mordre dans la dite antenne pour entendre les messages radio par conduction osseuse. Fait que tu l'entendais par ta bouche? Oui, dans le fond, par la vibration dans ta mâchoire. Pour les gens perplexes dans la salle, comme toi, de ce que je vois actuellement, oui, on peut entendre avec nos os avec des vibrations. Il y a d'ailleurs des écouteurs, tu as peut-être déjà vu ça, qui existent aujourd'hui, qu'on n'entre pas dans nos oreilles, mais qu'on accote sur le tragus de nos oreilles, puis qui permet d'entendre la musique sans étouffer les bruits externes pour les coureurs, par exemple, ou pour écouter la musique sans abîmer nos tympans. Fait que c'est pas juste que les speakers sont assez forts pour rentrer dans nos tympans, c'est vraiment juste parce que ça fait de la vibration. T'as la bouche de plus en plus ouverte, Hélène, actuellement. C'est bien capoté. Ouais. Pour me prendre pour un vieux Britannique, là. Avec mon monocle. Ouais. Dis-moi qu'il y a un monocle à quelque part. Sûrement que le gars qui l'utilisait portait un monocle, mais... petite parenthèse, conduction osseuse. Tu savais que dans la vie de tous les jours, t'entends par conduction osseuse, juste quand tu parles. Par exemple, si tu te bouches les oreilles puis tu t'entends parler, tu parles, tu t'entends toujours, mais c'est par la vibration dans ta mâchoire. Puis, par conduction osseuse, les ondes sonores dans votre mâchoire vont privilégier les fréquences de sonores graves. C'est pour ça aussi que quand on s'entend dans un enregistrement, on dit « Mon Dieu, ma voix est donc bien aiguë. Ouais. » C'est juste parce qu'on entend moins la basse ton de notre voix qu'on entend dans la vibration. Mais les personnes sourdes, mettons, tu sais-tu un petit peu... C'est quoi le... je vais trop loin. Hélène, je t'aime tellement, tu fais ma transition par toi-même, parce que le concept de vibration comme ça pour entendre, ça n'a pas été inventé par la CIA. Il y a une personne très célèbre qui utilisait la conduction osseuse pour entendre, c'est notre cher ami Beethoven, et là je ne parle pas du chien, mais le gars sourd, qui en faisait usage au 18e siècle. Apparemment, il tenait justement un bout de bois entre ses dents qu'il accotait sur son piano pour entendre celui-ci par vibration. Fait que c'est comme ça que cette personne sourde
pouvait faire des mélodies incroyables. C'était pas juste genre à l'œil, il entendait d'une façon. Donc peut-être que ça l'a inspiré nos agents de la CIA d'ailleurs dans le concept pour la suite. Là. Ce n'est pas dit. C'est intelligent pareil. Ouais, c'est pas pire. Par contre, bien que nos amis de la CIA aient pu s'inspirer du compositeur allemand, en tant que bons Américains, ils n'aiment quand même rien d'autre mieux qu'eux-mêmes. Sauf du McDo. Ben, ça vient d'eux, le McDo. Puis ceci se passe aussi dans les objets, comme par exemple la pelle ayant servi à donner le premier coup de pelle pour la construction de leur bureau chef qui est exposé dans le musée. Comme, OK, ouais, ben ça c'est normal. Ça va, I don't care. Mais aussi la carte d'employé de Eloise Page, la première Chief of Station de la CIA. J'imagine qu'on peut féliciter cette femme pour ses accomplissements sur la... Ben, c'est quand même cool que ce soit une femme, là, déjà en partant. Non, c'est cool. Ben, je veux dire, il y en a eu d'autres Chief of Station avant, mais c'est juste la première à avoir été une femme. Puis, je peux pas croire qu'il n'y avait pas un meilleur objet que sa carte d'employé à exposer dans le musée. Mais mais c'est très personnel, une carte d'employé. Ouais. Moi, je la passerais pas à n'importe qui. Ouais, mais là, elle l'a passée à tout n'importe qui. Elle est exposée là, tout le monde pourrait prendre son identité. J'imagine. Puis elle l'a légué en testament, genre. C'est un drôle de testament, je donne ma carte d'employé. Mais non, mais elle donne pas juste sa carte d'employé, là. Elle l'a donné pour prendre d'autres objets, là, je sais pas. Mais tout ça pour dire que la CIA s'aime beaucoup puis met des affaires d'eux-mêmes dans leur propre musée qui sont un peu douteuses. Mais ce n'est pas l'objet le plus spécifique du musée. Ce prix revient à un autre objet American. C'est-à-dire le drapeau. Un aigle avec un drapeau puis le toupette de Trump. Presque, mais là, le drapeau américain ayant volé au-dessus d'une base militaire américaine le 13 décembre 2003, soit la journée où Saddam Hussein a été capturé. Donc, c'est pas un drapeau américain qui était nécessairement à cet endroit-là, c'est juste un drapeau qui était levé cette journée-là, puis on dit, faut qu'on expose ça. Vive le patriotisme américain. Ben, je veux dire, un drapeau américain, ok. Pas nécessairement obligé d'être associé à une date, là. Oui, cas, mais... on a capturé Saddam Hussein, on peut être fiers. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je veux dire, je pense qu'il y a plein d'autres objets qui peuvent représenter cet événement-là, outre... C'est genre une photo, je sais pas. Ouais, mais vois-tu, c'est... Un morceau de pierre de là où est-ce qu'il a été capturé. Oui, pourquoi il n'y avait pas de pierre pour lui? Presse. En tout cas, c'est décevant. Mais parlant de Saddam Hussein, ça m'amène à un autre projet étrange de la CIA pour le discréditer avant qu'il soit capturé en 2003. Vois-tu à quel point j'ai des transitions merveilleuses entre les objets? Hein? Je m'impressionne moi-même. C'est smooth, là. Je me sens bercé. Le plan en soi provient d'un autre projet de la CIA. Donc on va commencer par ce projet-là. Dans les années 50, et qui est le moment dans l'histoire où leur créativité était sur le crack, à cette époque, ceux-ci avaient comme plan de discréditer le président indonésien Sukarno. Sukarno, c'est son nom ou il était sur un canot? Non, c'est son nom. OK. Pour ce faire, ils ont fait un film porno. Oui. Okay. Tu m'as bien entendu. La CIA considérait qu'il n'était pas suffisamment pro-Ouest, ce cher Sukarno. Donc, ils ont embauché un acteur qui lui ressemblait pour faire des galipettes. Ah, c'est même pas du CGI. Non, ben là, c'est les années 50. Donc, le film s'intitulait Happy Days et des photos de l'action ont été produites pour être distribuées dans la région et créer une sorte de scandale sexuel avec ce président. Il aurait pu vraiment se forcer pour un nom meilleur que ça, là. Il y a tellement de noms de films porno avec des jeux de mots, là, genre Blanche-Neige et les 7 mains. Ah, il aurait pu faire un jeu de mots avec Sukarno, là, je sais pas, là, genre sur Big Can. Anyway. Ouais, je sais pas. En tout cas, il aurait pu se forcer. L'histoire ne dit pas par contre si ces images ont bel et bien été distribuées, puis j'ai pas d'image pour savoir si l'acteur ressemblait réellement. De toute façon, j'aurais pas mis ça sur nos réseaux sociaux. T'as même pas été écouter le film. Mais non, pas écouter le film. Puis, voyons, c'est pour la recherche. Ouais, je sais pas. Puis le lien avec Saddam Hussein, c'est qu'il y aurait eu des discussions officielles de réutiliser ce même plan sur Monsieur Hussein. Ben oui, quand ça marche une fois, ça marche tout le temps. C'est ça. Fait qu'on refait de la porn. Apparemment, ça aurait pas été mis à exécution finalement pour Saddam. Mais là, il a été capturé. C'est ça. Fait qu'on fera pas la même erreur deux fois, comme on dit. Ça valait la peine de le proposer, tu sais. I guess, parce que, tu sais, on le sait, en guerre, ça joue pas juste dans les tranchées, ça joue dans le psychologique. Puis ça, c'est depuis bien longtemps, puis avant les plans avec Saddam. Puis c'était aussi une chose qui était faite grandement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vois-tu une autre belle transition, là? Smooth. Un autre plan pour démoraliser les troupes et encourager la résistance a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci envers Adolf Hitler. Un de ces plans absolument diaboliques et machiavéliques était d'imprimer des timbres. À Hitler, ça?
Oui, ils ont imprimé des timbres parce que... Ben, ça dépend, il y avait quoi sur les timbres? Ben, à la base, à ce moment-là, en Allemagne, il y avait des timbres d'Hitler qui étaient utilisés, donc c'était son visage. Ouais, ok, ben c'était était... pour son culte de la personnalité. Ouais, c'est ça, fait que c'était déjà utilisé. Puis là, eux, ils ont décidé de faire une version de ce timbre-là, mais avec un visage squelettique. Des vrais malades, les agents de la CIA. Même les paquets de cigarettes sont pires, là. C'est ça. Puis il y a un de ces timbres-là qui se retrouve dans le musée parce qu'apparemment, ils sont pas gênés puis sont vraiment fiers de leur stratagème. Ben non, des Américains honteux, voyons que ça n'existe pas. Comme, yes, check-moi ça, le beau timbre qu'on a créé, genre, ça a tout détruit l'Allemagne nazie. Les Américains, j'ai l'impression, des fois, c'est comme les candidats problématiques d'OD, ils comprennent pas ce qu'ils font de pas correct. Exactement. Puis, ils sont pas gênés d'exposer des objets loufoques. Puis, j'aimerais te parler d'un dernier objet, justement, qu'on se retrouve dans le musée, c'est-à-dire des crottes détecteurs de mouvement. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai 8 ans d'âge mental, mais ça me fait vraiment rire. C'est des kikas d'humains, de chiens? Non, c'est pas des kikas de nez? C'est pas des kékas d'humains. La CIA a créé des détecteurs de mouvement pendant la guerre froide, pouvant détecter des personnes, des animaux ou des objets à plus de 300 mètres de distance. Pour s'assurer que ceux-ci n'attirent pas l'attention, ils étaient en forme de crottes de tigre. Ben oui, tout le monde sait à quoi ça ressemble, voyons. Ben non, mais justement, dans les pays où ils étaient à l'époque de la guerre froide, il y avait plus de tigres qu'aux États-Unis, là. Donc, j'imagine que c'est une bonne façon de s'assurer que personne ne les ramasse, qu'ils soient en forme de crottes. Ben moi, ça me fait penser... clairement, ils sont inspirés des œils magiques de Febreze, genre, là. Oui, mais là, c'est plus que ça. Ça détecte à 300 mètres. Là, ton Febreze, il y a de la misère à te détecter. Des fois, tu vas le recevoir dans l'œil parce qu'ils ont trop de misère. Là. Non, mais je comprends, mais genre... En tout cas, j'espère qu'il n'envoie pas une odeur comme... Non, il n'envoyait pas d'odeur, c'était juste peut-être pour rajouter à l'illusion. Et donc voilà, dans le musée, il y a des crottes pour entendre à distance. Peut-être qu'ils s'en servent pour détecter les gens qui n'ont pas le droit d'aller dans le musée. Je sais pas. Mais bon, ça met majoritairement fin aux niaiseries dont je voulais parler aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même te laisser avec quelques derniers objets en rafale, sans vraiment de contexte, qu'on peut retrouver dans le musée. Donc, dans les autres objets loufoques, il y a une caméra cachée dans une poche à tabac, un manuel d'entraînement d'Al-Qaïda, la flashlight de Che Guevara, un bouton de manchette qui peut aussi servir de boussole, un vieil écran d'ordi gris appartenant à un espion russe, des fausses cartes d'affaires du projet Argo et une fausse pièce Kiss Davis. Voilà! Oh, intéressant! Ouais, donc ça, il y en a 3000 quelques autres de plus, mais on les verra jamais. Puis, si vous voulez avoir du plaisir, allez sur Google Maps sur ce musée-là, voir les gens fâchés de cette fête revirée de bord en disant « Même pas un vrai musée! » Ah, avec le Street View, là? Ouais. Oh, wow! C'est clair, je fais ça tout de suite après qu'on ait appuyé sur la fin de l'enregistrement. Non, mais le Google Review, là. Ah, avec Google Review. Ah! J'aime ça lire des Google Reviews, des fois. Mais c'est ça, il y a des gens fâchés, c'est comme, il était vraiment bête. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas supposé être là, man. Parlant de review, si vous voulez nous en laisser idéalement positif, là, ça serait le fun. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite aussi à vous abonner à notre podcast, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, Balado Québec. Peu importe ce que vous écoutez vos podcasts. Podcast, exactement, votre plateforme de contenu préférée. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok et Instagram, où on est actif aussi en parallèle du podcast. On fait des petites capsules complémentaires, disons. Mais suivez-nous pas sur Twitter, on n'est pas là, puis de toute façon, c'est en train de s'écrouler. Ouais, c'est ça. Elon Musk a eu raison de nous. Donc voilà, on se voit dans 2 semaines. Bye bye! Bye!